Bonsoir à tous. Salutations particulières aux parents préoccupés par l'orientation de leurs enfants détenteurs d'un baccalauréat de la série littéraire. Chaque année, des milliers de jeunes Camerounais obtiennent leur baccalauréat en lettres, philosophie ou langues vivantes. Et c'est souvent le même scénario. L'enthousiasme des résultats laisse place au doute, à l'incertitude et la peur de faire le mauvais choix à l'université. En outre, on entend trop souvent dire que les filières littéraires ne mènent nulle part, que seules les filières scientifiques offrent de vrais métiers, ce qui suffit à détruire la passion dans le cœur des jeunes passionnés de lettres et aussi à disperser des talents pour des secteurs qu'on croit plus porteurs. Pourtant, les lettres, les langues, la linguistique ouvrent bien des portes et sont autant des filières qui ouvrent justement le marché de l'emploi. Et pour le savoir, je vous invite à suivre la deuxième partie du Grand Plateau. Nous recevons ce soir le professeur Yvette Balana, chef du département de linguistique à l'Université de Douala. Une voix d'autorité qui connaît vraiment ces filières, qui les enseigne et surtout qui connaît les débouchés réels sur le marché du travail. Mais avant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver une fois de plus sur Balafon Télévision. Nous ouvrons cette page d'actualité avec une note triste, inondation à Kumba. Dieu merci, l'armée sauve 22 personnes, dont un nouveau-né et une victime de morsure de serpent. Plusieurs habitants de Kumba, dans la localité de Mémé, région du Sud-Ouest, passeront une deuxième nuit hors de leur maison inondée après les crues qui ont touché certaines zones de Kumba 1 et Kumba 2. Bien qu'aucune perte en vies humaines n'ait été enregistrée lors de cette inondation, les biens n'ont pas été épargnés, notamment des ponts détruits qui ont paralysé la circulation. En réponse, l'unité de secours de l'armée a sauvé 22 personnes. Parmi elles, un nouveau-né qui a failli se noyer et un homme mordu par un serpent alors qu'il tentait d'échapper à l'inondation depuis le toit de sa maison. René Marquez décrit les événements d'hier et les dangers auxquels la population est confrontée suite à cet incident. While Limbe was reeling in tears following the death of 3 persons after a building collapsed due to heavy downpour, residents in most parts of Kumba were buried in rainwater. Though no human casualties were registered, property was not spared. Some residents remain stranded, others are homeless, and businesses have been halted as a result of rainwater that found its way into shops, houses and other public buildings. Bridges that connect multiple quarters were covered by water, making traffic difficult. Life in Kumba. If you know this place, now the bridges where they link Boya Road and main town for Kumbambeng. Now in that so, what I don't cover any man where they cross now they just force and force them. You the force and force them. Now in that so. Household items were carried away by the flood water. People that matraza they go people that matraza, people that never ask, people that never ask. I say water rain don't block gutter. You know say dirty the outside. People that kakure never ask. The inundation affected most parts of Kumba 1 and 2, with areas like Kumba Town, Malabo Quarter, Meta Quarter and Chaco Street heavily affected. This prompted the intervention of the Army Rescue Team from the 206th Firefighting Brigade. The team rescued 22 persons, including a newborn baby who almost drowned in the water, as well as a man trapped in a roof who had been bitten by a snake. In addition, over 100 residents were evacuated. Le glissement de terrain à Limbe, on en reparle, les causes d'un drame, relief volcanique, pluie diluvienne et occupation des zones à risque se conjuguent pour favoriser les glissements de terrain à Limbe, dans la région du Sud-Ouest, une fois de plus. Après les pluies meurtrières qui ont frappé la ville, les questions se multiplient. Les explications de Didier Yimkwa, militant et écologiste, dans ce reportage de Linda Uninyasa. Au pied du mont Cameroun, Limbe présente un relief aussi spectaculaire que fragile.
Pentes abruptes, sols volcaniques et fortes précipitations réunissent les conditions propices au glissement de terrain. Limbe est d'abord une ville côtière. Limbe est située sur un versant du mont Cameroun. Et les habitations sont conçues sur des flancs de collines, sur des talus. Et ça fait que la ville de Limbe est très très vulnérable aux phénomènes liés au mouvement du sol. Donc à chaque fois lorsqu'il y a des fortes pluies, surtout lorsqu'elles sont abondantes, s'il n'y a pas un système de drainage efficace, évidemment il y a saturation. Lorsqu'il y a saturation, il y a inondation. À ces facteurs naturels s'ajoute l'action de l'homme. L'urbanisation dans des zones exposées renforce la vulnérabilité des habitants et accroît les risques lors de fortes pluies. Cela va de soi. S'il n'y a pas de changement climatique et la variation climatique, déjà qu'aujourd'hui, on ne fait même plus la différence entre les variations climatiques qui sont des phénomènes instantanés et puis les changements climatiques qui sont des phénomènes qui se répètent peut-être après 30 ans. Le problème aujourd'hui se trouve au niveau de la gestion des vulnérabilités. Parce qu'il y a des vulnérabilités qu'il faut gérer. Ça peut être des vulnérabilités humaines, des infrastructures socio-économiques. Il a plu par exemple à Limbe. Il y a eu effondrement des maisons. Les gens sont morts. Il y a eu des dégâts matériels importants. La circulation est coupée. Ça, c'est des vulnérabilités qu'on n'a pas su gérer. Pour Didier Yimkwa, une meilleure planification urbaine, le respect des zones non constructibles et une sensibilisation accrue des populations sont indispensables pour réduire les risques. Les autorités locales doivent prendre le relais en sensibilisant les populations. Dit par exemple aux populations que ne mettez pas à côté de la rivière, en procédant à un nettoyage des drains qui existent. Face à la multiplication des épisodes pluvieux, la prévention demeure la meilleure arme contre de nouveaux drames. Il faut dire qu'en cette saison des pluies, à Douala, des quartiers sont menacés. Avec des précipitations pouvant dépasser 5000 mm par an et un pic attendu en ce mois d'août, Douala entre dans la période la plus critique de la saison des pluies. Inondations, glissements de terrain et crues localisés menacent plusieurs quartiers. Quels sont les secteurs les plus exposés et pourquoi? Les explications du météorologue Serge Mpele-Onana dans cet élément de Jessica Tenos-Maché. Dans la métropole économique, fortes pluies et marées hautes se conjuguent pour accroître les risques d'inondation. Mais face aux intempéries, tous les quartiers ne présentent pas le même niveau de vulnérabilité. Relief, configuration des sites et circulation des eaux sont autant de facteurs déterminants. Pour ce qui est des crues locales, c'est beaucoup plus les zones comme Bonabéry. Maintenant, les glissements de terrain sont beaucoup plus au niveau de l'arrondissement de Douala 3e, qui sont des quartiers avec des reliefs très instables, des pentes aiguës, capables donc de générer des éboulements ou des glissements de terrain en pareille circonstance. À ces éléments naturels s'ajoutent des facteurs humains. L'insuffisance ou l'obstruction des ouvrages d'évacuation des eaux contribue à aggraver les inondations dans plusieurs secteurs. Douala 5e, là-bas vous avez plutôt des risques d'inondation qui ne sont pas le fait de la nature ou de leur proximité avec un bassin versant, mais qui sont beaucoup plus dus au fait que Bépanda, par exemple, c'est une cuvette où les eaux sont généralement mal drainées parce que ne bénéficient pas d'un relief en pente qui peut faciliter leur circulation. Donc là-bas, c'est plutôt des risques d'inondation liés à l'incivisme et à l'absence d'un système de drainage approprié. De Mabanda à Bonabéry, jusqu'au bassin Tongo-Bassa à Makepe-Misoke, en passant par Lokpom, plusieurs zones restent particulièrement exposées durant le pic de la saison des pluies attendue jusqu'en septembre. Par rapport aux inondations, parce que les crues, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, une submersion verticale, c'est-à-dire qu'elles se manifestent généralement par ce qu'on appelle des hauteurs d'eau qui seulement ont le risque de submerger des habitations, de submerger et de détruire des ouvrages, et avec un risque de perte en vie humaine plus important. Face à ces menaces, les experts recommandent la vigilance des populations et un meilleur entretien des réseaux d'assainissement pour limiter les dégâts. Voilà qui est dit. Bonabéry, le conseil lance un plan communal pour lutter contre les ordures. Le conseil de Douala 4e a lancé un plan communal visant à éliminer les énormes quantités d'ordures ménagères présentes dans l'arrondissement. Lors d'une réunion élargie, le Conseil, soutenu par la délégation départementale de l'environnement, prévoit d'impliquer
toutes les parties prenantes dans la collecte des déchets et d'en sélectionner une partie pour le recyclage. Cependant, l'entreprise privée chargée de la collecte des ordures propose un plan de 17 semaines pour débarrasser la zone des déchets. Alors que certains participants ont exprimé leur mécontentement face à l'état actuel des ordures à Bonabéry, d'autres appellent à une action immédiate sur le terrain. Ils exhortent le Conseil à placer de grandes poubelles dans des zones stratégiques de Bonabéry. Fondrené Marquez nous en dit davantage. With huge piles of household garbage present in most quarters of Bonabéry, making habitation unbearable for residents, the mayor of the Douala 4 Council, Edouard Mobi, chaired an enlarged meeting to map a way forward. He noted that despite the presence of a private company contracted to get rid of the filth, overpopulation is one of the reasons why there is death everywhere. Au village, comment ça se passait? Il y avait un trou derrière la maison où tous les déchets organiques étaient déversés. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de déchets plastiques. Et les bouteilles coûtaient de l'argent. On vendait les bouteilles, donc on ne pouvait pas se permettre de les jeter. Maintenant, tout a changé. Les villages sont devenus des villes. The absence of coordinated recycling system also contributes to the presence of unpacked garbage. L'absence ou peut-être la faiblesse du recyclage, mais je dirais même absence parce que le recyclage est tellement faible. To address this, the council, backed by the Divisional Delegation of Environment for Rui through William Lemnyoy, is drafting a communal action plan that involves quota heads. Use a new form of managing waste which has to do with diverting a maximum quantity of waste away from the landfill. I have to say here that we are supporting the mayor in and accompanying him technically in drafting this waste management plan, which will in the long run do everything, not just to take all the waste 25 kilometers away from here, but to make sure that a minimum of 50% in the next 5 years is diverted away from the landfill. And it will be going to recycling companies that are so many in Bonabéry. You can recycle paper, plastic, cartons, organic waste, and all of this is above 60% of the waste we generate. We are believing that by introducing this paradigm shift in the way we manage waste, we are going to start planning to avoid the situation we are having now. Some residents who attended the meeting said they are not entirely convinced by the proposal from the private company. The company is proposing a 17-week plan to get rid of the household waste, given the huge heaps of death currently present in the subdivision. Autre lieu, mais les mêmes faits, déchets ménagers, les habitants à bout de souffle à Yaoundé. Embouteillages, odeurs et accidents. Dans la ville de Yaoundé, les déchets sont devenus les nouveaux maîtres de la chaussée. Depuis une semaine, les riverains et usagers de la descente Biémassi, Express Tam Tam, subissent des conséquences d'un impressionnant amas d'ordures qui a fini par condamner une voie de circulation. Une situation qui relance le débat sur la disparition des bacs à ordures dans plusieurs quartiers de Yaoundé et sur l'efficacité des opérations. Jeudi propre. Des précisions dans ce reportage de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. À Biémassi, dans la descente du rond-point express vers Tam Tam, une montagne d'ordures a englouti une voie de circulation. Depuis une semaine, la route fonctionne presque à sens unique, provoquant embouteillage, mauvaise odeur et accidents sous le regard impuissant des riverains. C'est mauvais pour un pays. Demain, ça va faire une semaine. Demain, vendredi, ça va faire une semaine. On n'a pas vidé la poubelle ici. On vit qu'avec la poubelle, on mange. Les enfants, même vous pouvez le constater. C'est-à-dire, ça fait pratiquement déjà, ça part déjà une semaine. Les poubelles veulent même déjà barrer les routes, ça, comme vous le voyez. À Tam Tam, même, c'est même grave. Les habitants dénoncent une situation devenue banale. Certains expliquent que les bacs à ordures ont disparu des quartiers. Mais déjà, ils doivent mettre les bacs à ordures dans tout Yaoundé. Pour qu'on n'ait pas à vider les ordures comme ça. Parce que si ils enlèvent les bacs, par exemple au marché Mendong, on quitte au marché Mendong pour venir vider ici là. Ce n'est pas logique que dans un marché, il n'y a pas de bac à ordures. Et même ce matin, même, il y a la moto qui a cogné un petit garçon là. Ça nuit à la santé des populations environ. Donc ce n'est pas bon. On ne sait pas pourquoi on n'enlève pas les ordures. Sinon, on enlevait.
Mais depuis un certain temps, depuis une semaine, on n'enlève pas. Et on se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? À Obobogo, le décor est identique. Les bacs se font rares, les dépôts sauvages se multiplient et les habitants ne savent plus où jeter leurs déchets. Une question s'impose alors. À quoi servent finalement les jeudis propres si le reste de la semaine, les ordures reprennent possession des routes, sans multiplication des bacs et sans enlèvement régulier des déchets? La propreté urbaine risque de rester une simple opération de communication. Bonne nouvelle tout de même en ce qui concerne les infrastructures routières. Malombo, le pont qui met fin à des années d'enclavement. L'Union ne sera plus une barrière pour les populations de Malombo. Après des années d'enclavement et de traversées à haut risque dans cette partie de la région du centre, le pont de 160 mètres construit sur le fleuve a été mis en service par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganundju-Messi. Entre émotions, chants et scènes de liesse, les populations ont célébré l'ouverture de ce nouvel ouvrage qui transforme leur quotidien et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour toute la région. Reportage de Sébastien Oyébé. À 10 ans, Maman Gonkot a cru perdre la vie dans les eaux d'Union. Des années plus tard, le fleuve a de nouveau failli l'emporter lors d'une traversée en pirogue. Aujourd'hui, c'est avec émotion qu'elle découvre un tout nouveau paysage. J'avais à peu près 10 ans que je faisais une traversée ici. Je suis tombée dans l'Union. On m'a enlevé. On m'a enlevé pour une première fois. Une deuxième fois, je partais vendre le macabo à Mika. La pirogue s'est renversée. On m'a aussi enlevé d'Union. Aujourd'hui, là où je suis très émue quand on a le pont. Comme elle, des centaines d'habitants ont fait le déplacement pour assister à ce moment historique. Après les rites traditionnels, les bénédictions religieuses et les allocations officielles, le pont de Malombo est désormais ouvert à la circulation. Ça a été un frein pour le développement de cette zone, mais le frein vient d'être levé. Ils ont bien fait ça, parce qu'ils ont classé les lits d'eau. Long de 160 mètres, l'ouvrage remplace les traversées en pirogue, souvent longues et parfois dramatiques, et relie désormais les départements d'Union et Kélé, d'Union et Sceaux et de l'océan, facilitant les déplacements des populations et l'acheminement des produits agricoles vers les marchés. Sur le pont, nous sommes à une trentaine de kilomètres de Lama. Les études de bitumage de ce tronçon sont pratiquement bouclées. Sur ce pont, nous sommes à environ 67 km de Mbalmayo. Je tiens à souligner également que là aussi, les études sont achevées. Mon vœu étant donc que l'économie locale en tire le meilleur et que la qualité de vie des populations s'améliore. Construit pour un coût de plus de 8,6 milliards de francs CFA, ce pont est présenté comme un levier de développement économique et social pour toute la région. On est en Suisse, manifestation à l'ambassade, exigence du retour du président Paul Biya. Un groupe de Camerounais résidant en Suisse a pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Berne, réclamant le retour du président de la République, Paul Biya, au pays. Dans une vidéo amateur, la manifestation a pris une tournure tendue lorsqu'un membre du personnel de l'ambassade a tenté d'intervenir, mais s'est retrouvé aspergé de farine. Les protestataires ont accusé les employés de l'ambassade d'être complices en permettant au président de rester hors de son poste de responsabilité pendant plus de 60 jours. Cette manifestation survient dans un contexte de spéculation publique autour de la longue absence du chef de l'État au Cameroun, une situation qui alimente le débat. Écoutons certains des manifestants dans cet extrait que nous propose la rédaction. Il est là. Libérez le président peuple. Encore Cameroun. Encore Cameroun. Encore Cameroun. Paul Biya retourne au 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 Cameroun. Vous êtes tous morts. Vous êtes complices. Tout ce qui se passe au Cameroun, vous êtes complices. Paul Biya s'appelle 72 jours pour jour. Oui, c'est ce que vous cherchez, non? Vous ne dites pas ce que vous aviez fait à l'intérieur. Vous ne dites pas ce que vous aviez fait à l'intérieur. Les représentants du président.
Allons en sport, Coton Sport de Garoua, bilan et nouvelles ambitions. Bilan sportif, difficultés et ambitions. Le président de Coton Sport de Garoua lève le voile sur les grands dossiers du club du football. Face à la presse, mercredi 5 août 2026, Sadou Fernand est revenu sur la saison écoulée, les défis rencontrés et les préparatifs de la prochaine, avec notamment un recrutement déjà bouclé. Daniel Aman nous plonge au cœur de cette rencontre. Une saison loin des standards habituels du club. Face à la presse, le président de Coton Sport de Garoua a adressé le bilan d'un exercice marqué par plusieurs turbulences. Sadou Fernand a salué l'engagement des joueurs et du staff technique, malgré les difficultés qui ont perturbé la marche du club, notamment les déboires liés au passage de l'ancien entraîneur français Daniel Briard. Pour la saison 2025-26, nous avons recruté des joueurs, mais qui n'ont pas pu être insérés dans le système. Ce qui fait que nous n'avions qu'un nombre réduit de joueurs dans le sport. Donc, la situation actuellement, je peux vous dire que depuis le mois d'avril, toujours avec le soutien du président d'honneur de Coton Sport, M. Mamadou Bayero, on s'est battu avec les moyens que nous avons au niveau de la mutuelle et nous avons résolu le problème. Donc, depuis la semaine passée, le système est ouvert pour Coton Sport et je vous dis ça officiellement, solennellement. Nous avons résolu, nous avons payé tout. La FIFA nous a levé les sanctions et actuellement, nous pouvons faire un recrutement, nous pouvons mettre en place une équipe compétitive comme nous voulons pour que nous ayons des résultats. Donc, nous avons passé presque 2 ans, je peux dire presque 2 saisons de difficultés qu'on ne voulait pas exposer n'importe comment. On attendait la sentence et la clôture du dossier pour pouvoir communiquer, pour que vous ayez la bonne information. Pour la prochaine saison, le président annonce un recrutement déjà bouclé et mise sur une meilleure organisation ainsi qu'une préparation rigoureuse sous la conduite du coach David Pagou pour permettre au club de retrouver les sommets. Je vous ai dit un peu plus haut, jusqu'à présent, Coton Sport a un contrat avec le coach Pagou. Donc, je ne peux pas vous cacher, c'est un contrat de 2 ans que nous avons signé avec le coach Pagou. Nous sommes en train de vouloir reconstruire l'équipe qui a été tellement fragilisée depuis 2 ans par ce conflit. Nous sommes en train de revenir et je pense que le coach Pagou, qui est un grand professionnel, m'a signalé avec toute la confiance possible que c'est une équipe compétitive qu'il va mettre en place et qu'il va mettre et on verra les résultats. Donc pour vous dire comme quoi nous sommes déjà dans la saison 2026-27 avec déjà une équipe prête. Une nouvelle page s'ouvre donc pour Coton Sport de Garoua. Le club phare du Septentrion est décidé à tourner celle d'une saison faite de soubresauts et à renouer avec son glorieux passé. Merci de rester fidèle à Grand Plateau. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Chaque année, je le disais en titre, des milliers de jeunes Camerounais obtiennent leur baccalauréat en lettres, philosophie ou langues vivantes. Et c'est souvent le même scénario. L'enthousiasme des résultats laisse place au doute, à l'incertitude et à la peur de faire le mauvais choix à l'université. En outre, on entend trop souvent dire que les filières littéraires ne mènent nulle part, que seules les filières scientifiques offrent de vrais métiers. Ce qui suffit à détruire la passion dans le cœur des jeunes passionnés de lettres et aussi à disperser, les talents pour des secteurs qu'on croit plus rentables. Pourtant, les lettres, les langues, la linguistique ouvrent bien des portes et sont autant des filières qui ouvrent des portes dans le monde de l'emploi. Et pour le savoir, nous avons avec nous sur le plateau de Grand Plateau le professeur Yvette Balana, chef du département de linguistique à l'université de Douala, une voix d'autorité qui connaît vraiment ces filières, qui les enseigne et surtout qui connaît les débouchés réels sur le marché du travail. Merci professeur Yvette Balana d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir invité. Je vais rectifier, je suis le chef du département de linguistique, littérature et civilisations africaines. Parce que je suis spécialiste de littérature. La précision vaut la peine. Voilà. Mais tout ça, ce sont les filières littéraires. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, les lettres, la langue, la philosophie, la linguistique, on se demande bien, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir trouver un emploi au Cameroun et vivre de cet emploi à travers ces filières littéraires? Mais avant d'arriver à cette question, il faudrait d'abord rassurer ceux qui nous écoutent que la question, elle est mondiale. Elle ne se pose pas seulement au Cameroun, elle ne se pose pas seulement en Afrique. Elle est mondiale, on parle dans toute l'Union européenne et dans beaucoup d'autres pays du monde du désamour des étudiants, de la société et même des familles par rapport aux filières littéraires, qui ne les aiment plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans les périodes d'austérité, il faut donc être très pragmatique. Dans le pragmatisme, il est économique, il est scientifique, il est technologique. Alors, les parents ont peur. Qu'est-ce que mon enfant va aller faire dans les filières lettres? Or, les débouchés sont nombreuses. Mais avant de parler de débouchés, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation est quand même complexe. Il y a quelque chose qui se passe dans les entreprises. On se rend compte de plus en plus que la capacité d'expression, les capacités intellectuelles, la culture générale, on en a besoin dans n'importe quelle entreprise. Et dans les pays qui ont construit des entreprises de qualité, alors là, on commence à dire qu'il vaut mieux donner des postes de responsabilité aux littéraires. Donc, des étudiants sortis de mon département travaillent dans les banques à Douala, personne ne le sait. Sauf que ces enfants se trouvent face à des parents, dès que ces parents entendent linguistique, littérature, qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Espagnol, allemand, philosophie. Ça donne. Donc, il y a vraiment une contradiction très profonde entre ce que l'éducation nationale prévoit, parce qu'il faut dire qu'on fait les études littéraires jusqu'en terminale, tout le monde, que vous soyez scientifique ou pas. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Parce que c'est très important. Sauf que dans l'imaginaire populaire, et dans l'engouement pour la technologie, on commence à dire non, il ne faut plus aller faire les études littéraires. Moi, je vais prendre juste une hypothèse. Imaginons que tout le monde choisisse de faire les études scientifiques. Est-ce qu'on commence à la maternelle par les études scientifiques? Non. Alors, et les études scientifiques, elles se font en quelle langue? En français, en anglais. En anglais, en allemand, en langue. Alors, si on ferme, parce qu'il y a des autorités à un très haut niveau qui ont dit des choses terribles, il faut fermer les facultés des lettres. Si on les ferme, à quel moment l'enfant se spécialise en sciences, en technologie? C'est des années après, après la maternelle. Et puis, plus loin, qu'est-ce qui booste l'imaginaire, la créativité d'un scientifique? C'est la littérature, dans le monde entier. C'est pour cela que vous allez voir, dans les pays qui se préoccupent de la place que la littérature est en train de perdre dans les études universitaires, et ces pays-là sont en train de faire un plaidoyer pour que les études littéraires reviennent fortement dans les programmes des ingénieurs, des médecins. Parce que qu'est-ce que la littérature? La littérature, ce n'est pas seulement les capacités, on dirait, scolaires que nous avons, savoir écrire, savoir parler une langue, savoir bien parler. La littérature, c'est bien plus que ça. La littérature est liée à notre psychologie. Vous vous soignez avec la littérature. Donc, il y a une dimension santé dans la littérature. Et la voix la plus autorisée qui a fait le plaidoyer en 2024, paix à son âme, c'est le pape François, qui dit qu'il faut remettre la littérature dans les programmes. D'abord de ceux qui ont l'intention de faire dans le sacerdoce, dont les prêtres. Ils n'imaginent pas des prêtres qui ne savent pas lire un roman, un poème. Parce que où est-ce qu'ils vont trouver l'empathie? On se plaint d'une société où les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'aiment plus personne. Et qu'est-ce qui a fait que les gens ne soient plus dans l'empathie? Que les gens ne soient que dans la marchandisation? Mais c'est l'absence de la littérature ou le désaveu des études littéraires. En outre, avant d'arriver au débouché, parce qu'il y en a tellement, mais comme il y a déjà cette perception négative dans l'imaginaire populaire, on ne voit plus les débouchés. Mais avant d'arriver au débouché, il faut vraiment creuser la question. C'est que la littérature, et les psychologues le savent, si vous voulez sortir d'un stress, d'une blessure, d'une situation difficile, vous allez voir un psychologue, il va vous proposer de la littérature. Soit la littérature, c'est quoi? La lecture et même l'écriture. Donc, écrire votre histoire vous permet de sortir des blessures, par exemple, de votre enfance. Ça, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et donc,
Parlons maintenant des débouchés de la littérature. Avant d'arriver au niveau des débouchés, il faut quand même dire que les parents sont beaucoup plus soucieux du fait qu'il faut de longues années, généralement dans l'imagerie populaire, il faut fréquenter trop longtemps pour pouvoir trouver un travail dans le milieu de la littérature ou alors dans le milieu des lettres. Et j'aimerais quand même qu'on revienne sur les métiers avant qu'on ne parle vraiment de ce que ça peut apporter comme dans la rentabilité. Est-ce qu'on peut évoquer les métiers qui... Je vais vous donner quelques métiers. Et je vais prêcher pour ma chapelle parce que quand on dit études littéraires, c'est large. Moi, je suis professeur de littérature, de sciences du langage. Mon département s'occupe de cela. Donc, je vais rester vraiment dans mon département. Chacun prêche pour sa chapelle. C'est une idée ancienne. Quand vous venez dans mon département, j'ai reçu une jeune fille aujourd'hui qui fait linguistique. Elle est spécialiste, elle se spécialise en master en pathologie du langage. Quand vous entendez pathologie du langage, vous n'imaginez pas que c'est en faculté des lettres. Elle est spécialiste des pathologies du langage. Les orthophonistes la cherchent pour travailler avec elle. Donc, si votre enfant a des problèmes de bégaiement, d'acquisition du langage, mais vous allez trouver des spécialistes dans mon département. Ça, les parents qui sont dans la ville de Douala ne le savent pas. Mais cette fille-là, elle gagne déjà de l'argent. Elle est déjà en auto-emploi. Elle reçoit déjà des patients parce qu'elle a maîtrisé ses cours sur les pathologies du langage. Ça, c'est ce qu'on appelle la linguistique appliquée. Quand vous venez en littérature, c'est vrai, dans notre domaine, on n'est pas au courant, mais les plus grands créateurs de contenu en direction des entreprises, ce sont les spécialistes des études littéraires. Parce qu'ils ont appris d'abord à écrire, à imaginer, à se projeter. Donc, les entreprises devraient vraiment recruter des spécialistes de littérature pour mettre en avant leurs entreprises. Je ne veux pas blesser ceux qui les mettent en avant actuellement, mais ce n'est pas bien fait, ce n'est pas professionnel. Parce que lorsque nos étudiants arrivent, on voit bac littéraire, on voit licence littérature et civilisations africaines. Encore, chez nous, c'est licence en littérature et civilisations africaines, licence en linguistique, en langues africaines et linguistiques. Donc, l'étudiant qui est formé chez nous, il est d'abord ancré dans le contexte. Il connaît Douala, ses mythes, ses épopées, ses réalités. Donc, il va vous créer des contenus qui vont plus faire vendre votre entreprise que tout autre. Mais les chefs d'entreprise ne savent pas cela. Ils sont enfermés. C'est vrai, c'est une vision politique, mais on peut la critiquer dans les thèmes d'employabilité, de professionnalisme, professionnalisation. Mais qu'est-ce qu'une profession? Un écrivain, moi je suis professeur de littérature, mais je suis aussi écrivaine et je gagne ma vie avec l'écriture et je sillonne le monde avec l'écriture. Qu'est-ce qu'on entend donc par employabilité? Mais c'est cela. Donc les débouchés sont nombreux, les métiers sont nombreux. Je vous ai donné cet exemple d'un orthophoniste qui est en lettres, éditeur. On a des étudiants qui gagnent leur vie en tant qu'éditeur. Moi, je gagne ma vie en tant que lectrice, correctrice. C'est-à-dire, je corrige votre texte. C'est des centaines de milliers de francs. Parce qu'on compte le mot. Si vous avez 100 mots, ça fait combien? Donc, vous voyez qu'il y a tellement de débouchés qu'on ne peut pas, imaginer. tout Mais est-ce que c'était facile si on veut rentrer un peu dans votre expérience professionnelle ou alors dans votre expérience de vie? Est-ce que ça a été facile pour vous? Parce que sûrement, il y a des parents qui regardent, il y a des jeunes étudiants qui regardent et qui se disent, mais comment je vais faire pour convaincre papa que je dois aller faire l'industrie? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'était facile? Papa vous a encouragé ou alors c'est vous qui avez pris l'initiative de vivre ce rêve dans la littérature? Ça, c'est le gros problème. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais terminer. On parle maintenant de l'IA. Quand vous venez dans nos départements, nos étudiants font ce qu'on appelle le traitement automatique des langues. Ils peuvent travailler dans le numérique. Maintenant, revenons à votre question. C'est le plus difficile, convaincre les parents. C'est pour ça que je suis là sur votre grand plateau et je vous remercie. Convaincre les parents. Comment convaincre les parents? Et pourquoi il faut les convaincre? Il faut dire que les lettres ont toujours eu leur passionné. L'enfant est au lycée, il veut faire littérature. Moi, c'était mon cas. Depuis le lycée, je voulais faire les lettres et je voulais être professeur. Disons, j'ai fait ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas été facile parce que mon père voulait que je sois juriste. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai voulu sérieux tout à l'heure. Parce que quand les gens disent les études littéraires, ils mettent même les juristes. Mon père voulait que je sois juriste. Moi, j'ai dit non, je vais étudier la littérature, je vais étudier les langues pour comprendre comment elles fonctionnent. Mais je ne savais même pas qu'il y avait encore des débouchés. Donc, c'est très difficile. Moi, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est de laisser les enfants vivre leurs rêves. Parce qu'après le rêve, l'employabilité vient dans le rêve de l'enfant. Vous pouvez forcer l'enfant à faire une filière qui ne l'intéresse pas. Mais après, il ne pourra même pas trouver du travail. Alors que celui qui fait ce qu'il aurait voulu faire
mais il s'intègre dans son environnement parce que l'éducation, c'est quoi? C'est l'intégration politique, socio-économique, socio-professionnelle. Donc, c'est difficile de convaincre les parents, mais les parents viennent d'où? Les parents viennent de la société. Lorsque vous avez un courant qui est mondial, dans lequel on vous dit que les études littéraires sont minorées, c'est inutile, ça ne paye plus son monde. Et puis, est-ce qu'on va seulement faire l'enseignement? Mais il faut enseigner aussi. Il faut enseigner. Parce que le plaidoyer pour la littérature, je vous ai parlé tout à l'heure du pape François. Ça devait être un problème de société. Madame, vous avez votre gamin, vous voulez qu'il soit mathématicien. S'il n'est pas calé en littérature dès la maternelle, il sera un piètre mathématicien. Et c'est ce que nous apprend Cédric Villani, c'est-à-dire qui a reçu, quand vous prenez le prix Nobel, chez nous en lettres, mais en mathématiques, c'est la médaille Field. Il dit qu'il a toujours été imprégné de poésie. Pour faire ses mathématiques, il doit lire les poèmes. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup dans les études littéraires et en littérature particulièrement. Vous savez, la littérature, c'est un peu comme cette belle femme de nuit que tout le monde va visiter la nuit et le jour, les gens font comme s'ils ne la connaissent pas. Vous avez des disciplines pour lesquelles, si vous n'avez pas la fibre littéraire, vous ne les réussissez pas. Regardez notre cinéma. Quand vous interviewez notre célèbre cinéaste qui, dans les années 70, a raflé tous les prix dans le monde, Dikong et Pipa, il vous dit quoi? Que pour faire du cinéma, il faut lire la littérature. Et lui, il ne lisait pas que les romans et la poésie, il lisait les revues littéraires. Et il dit toujours, j'ai créé mon théâtre, j'ai créé mes films en lisant la célèbre revue Présence africaine, créée par Alioune Diop dans les années 50. Donc, vous voyez qu'il y a un travail de sensibilisation. Si déjà dans les pays qui ont une grande richesse culturelle en termes de vie culturelle, parce que nous, on a un patrimoine culturel riche, mais on n'a pas une vie culturelle riche, c'est-à-dire les maisons d'édition, les musées, ce n'est pas financé par nos États. Les raisons, si vous voulez, on pourra les donner. Mais ces pays-là, il y a certains désamours pour la littérature, mais ils continuent de financer la vie culturelle. Et donc, dans ces pays-là, vous allez voir que les cinéastes, les comédiens sont des férus de littérature parce que c'est cela qui leur permet de faire des meilleures productions cinématographiques. Or, regardez notre cinéma où il se trouve. Parce que des gens pensent que je vais seulement aller à l'école, je vais être réalisateur, mais quelle est la culture? Quels sont les imaginaires qui sont au fond de toi, en arrière-plan, dans ton cerveau, qui ont été mis depuis la maternelle pour que tu puisses créer des films de qualité qui peuvent gagner des prix. Donc, du coup, on est un peu dans la débrouillardise. Donc, les études littéraires, il faudrait que les parents le sachent. Ce n'est pas seulement pour que l'enfant soit un littéraire. Ça peut lui permettre de déboucher dans plein d'autres métiers. Plein d'autres métiers qui ont besoin de la littérature. Et quand on parle de métiers ayant besoin de la littérature, on a les métiers, par exemple, l'édition, le journalisme. Les rédacteurs en chef dans les pays occidentaux, ce sont les spécialistes de littérature. Et leur salaire, c'est 5 millions d'euros. Vous voyez? Donc, et quand vous venez faire des études littéraires, nous sommes encore une société qui n'a pas développé beaucoup de secteurs. Nous sommes toujours dans le secteur les secteurs que vous connaissez. On n'a pas de grandes industries. L'industrie culturelle même n'est pas très développée. Mais on a l'entrée dans les grandes écoles. Je vous dis, les étudiants sortis de notre département, mais ils réussissent avec brio tous les concours. ESSEC, IRIC, ENAM. Ils entrent dans ces écoles-là. Pourquoi? Qu'est-ce que la littérature donne à la littérature et les sciences du langage donnent à ces enfants? C'est une culture générale étendue. Et on en a besoin en entreprise. Si vous arrivez dans une entreprise, vous n'êtes que technicien de ce que vous avez appris, vous n'avez aucune ouverture, aucune culture générale. Vous n'êtes pas intéressant pour un chef d'entreprise qui veut donner une certaine vision à son entreprise. Donc, voilà comment je peux vous présenter. Parce que quand vous dites débouchés, oui, les débouchés, elles peuvent paraître maigres, mais ce à quoi la littérature débouche en termes de non-littérature, le cinéma. Nous avons parlé du cinéma tout à l'heure. L'entreprise, les chefs de projet. Les littéraires sont chefs de projet. Les littéraires sont dans les banques. Mes étudiants sont dans les banques dans la ville de Douala. Comment ils ont fait pour arriver là-bas? Ils ont été auditionnés. Si je prends mon cas, moi, lorsque je finis avec ma thèse de doctorat,
j'ai du mal à être recrutée dans les universités camerounaises. Est-ce que vous savez que lorsque ceux qui avaient AES Sonel, c'est Actis, lorsqu'ils arrivent ici, ils font les entretiens. Mais j'ai réussi mes entretiens avec brio pour entrer à Actis. Sauf que moi, je rêve d'être professeur d'université. Donc, j'ai le choix entre... Quand j'ai eu le choix entre entrer à AES Sonel et aller à l'université, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à mon dossier, mais je suis allée à l'université. Donc, vous comprenez? Ne regrettez pas? Non, je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais. S'il fallait refaire, je le referais. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous que les parents ont des réticences dès qu'on parle d'études littéraires, mais nous sommes là pour les rassurer, pour les sensibiliser et pour leur prier de laisser les enfants accomplir leurs rêves. Parce que ceux qui viennent chez nous, et le peu qui viennent chez nous, sont des passionnés et ils réussissent dans ce qu'ils ont choisi. Déjà que la passion, c'est déjà un bon moteur pour réussir dans la vie professionnelle. Et justement, parlons de réussir. Combien de temps faut-il à un étudiant qui choisit la filière, les filières de la littérature? Combien de temps faut-il pour que véritablement il puisse entrer dans le marché de l'emploi? Mais c'est le même temps, nous avons le même système éducatif. Lorsque vous avez votre baccalauréat littéraire, et je vais vous dire que nous avons des étudiants qui ont des bacs scientifiques qui sont chez nous. J'ai mon doctorant qui va soutenir dans quelques mois, il a un bac C. Ça a été la guerre. Il est d'abord allé en sciences et puis il a dit non, moi je veux aller étudier les civilisations africaines et la littérature. Donc c'est le même nombre d'années, encore que quand je vous ai parlé des assistants orthophonistes ici tout à l'heure, mais vous n'êtes même pas encore sorti de l'école. Vous n'avez pas fini votre master, que vous êtes appelé dans les cliniques, un peu partout dans la ville de Douala. Les responsables de cette clinique m'écoutent. Nos étudiants qui sont diplômés dans la filière langue africaine et linguistique, ils travaillent, ils sont appelés dans les hôpitaux, je ne vais pas donner les noms de ces hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, pour aider à résoudre les problèmes de pathologie du langage. Vous voyez? Donc, c'est le même nombre d'années. 3 ans après, quand vous avez votre licence, vous entrez en master. Un master en 5 ans, vous pouvez gagner votre vie avec votre métier. Vous pouvez travailler sur... il y a le traitement automatique des langues. Vous pouvez être à votre propre compte. Si vous êtes féru d'informatique et de linguistique, mais vous vous mettez à votre propre compte et vous travaillez. Sauf que les parents ne sont pas sensibilisés. Les chefs d'entreprise ne sont pas sensibilisés. La société elle-même, elle a gardé une idée des études des lettres comme celle qui n'a que 2 débouchés, l'enseignement, je ne sais pas. Mais l'enseignement, c'est important. C'est important, c'est une débouchée très importante dans les pays comme les nôtres. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, vous avez répondu à la question. Et parlons justement des métiers littéraires. On peut devenir écrivain et certains pensent qu'écrire, c'est une perte de temps. Mais vous avez prouvé que écrire, c'est aussi gagner sa vie. Oui. Vous savez, madame, tout le monde veut écrire. Vous savez ça, non? Tout le monde veut écrire. Même ceux qui ne sont pas littéraires, ils veulent écrire. Écrivain, c'est un métier. Parce que quand on parle d'employabilité aujourd'hui, avec un peu de dédain, mais tout le monde cite Victor Hugo. Donc, il ne serait pas employable. Ce n'est pas une profession. On parle de professionnalisation. Moi, je suis écrivaine. Alors, vous voyez, là, je vous présente des textes. Vous voyez, ça, c'est 3 romans. J'ai produit une trilogie. Voici le dernier qui est sorti en ce mois de juin. Le pain de ma grand-mère. Voilà, vous avez le pain de ma grand-mère, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ceux qui sont partis. Et le 3e volet, les héritières. Mais j'ai déjà fait le tour du monde avec les 2 premiers volets. Et je m'apprête à faire encore le tour du monde avec les héritières. Mais quand on vous dit le tour du monde, qu'est-ce que c'est que le tour du monde? C'est qu'on vous invite à des salons, à Genève, en France, un peu partout dans le monde. Et quand on vous invite, c'est un cachet. Ce sont des droits d'auteur. Vous comprenez? C'est payé. Donc, c'est un métier à plein temps. Écrire. Au-delà de tous les avantages que je vous ai présentés tout à l'heure, que les psychologues utilisent la littérature, mais un psychologue, je peux travailler dans le cabinet d'un psychologue, alors que je suis littéraire, pour apprendre aux malades qui doivent sortir d'un stress, d'une situation difficile, à écrire leur propre histoire. C'est un métier et c'est payé cher. Mais les gens ne sont pas au courant. Voilà un métier. Éditeur. La plupart des éditeurs que nous avons, je m'excuse quand même auprès d'eux, ne sont pas professionnels. Or, nous apprenons les métiers de l'édition
dans nos universités. dans nos universités. Vous voyez, le journalisme culturel, la narration des patrimoines, travailler dans les musées, auprès des collectivités territoriales décentralisées. Ce sont des lieux où les littéraires ont toute leur place. Les guides touristiques aussi. Les guides touristiques. Maintenant, il faut sensibiliser ceux qui sont dans ces lieux-là pour présenter ces débouchés-là. Vous voyez, j'espère que vous nous inviterez pour entrer dans, encore une fois. On peut y aller. Oui, pour présenter ces débouchés-là. Lorsque on parle de la narration des patrimoines, prenez un musée. Le musée n'appelle pas que les historiens. Le musée demande une narration pour présenter le patrimoine. Si vous ne savez pas ce que vos aïeux ont fait, vous ne pouvez pas avancer. Parfois, on nous dit, vous savez, dans le monde, on est en train de fermer les études littéraires. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans ces pays-là, peut-être prenons la Chine, vous allez voir que dans les écoles d'ingénieurs, si vous n'avez pas étudié la littérature chinoise, vous ne pouvez pas être un ingénieur chinois, puisque vous allez sillonner le monde avec quel mythe dans votre tête. Vous comprenez? Donc, quand ils ont fermé là, ils n'ont pas appauvri la littérature. Vous voyez? Donc, les débouchés, je vous dis, sont tellement nombreux. Vous voulez toujours, on veut toujours, les parents veulent quoi? Débouchés directs. Vous comprenez? Argent comptant. Voilà, vous entrez dans une école, vous sortez, quelle école je peux prendre? Ingénieur. Vous commencez à travailler. Encore que, quand vous sortez d'une école en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qui donne la garantie que vous allez trouver directement du travail par rapport à mon étudiante qui est en master linguistique et qui peut déjà être assistant orthophoniste avant même de vouloir faire le concours de l'école normale supérieure pour être enseignante. Donc, vous comprenez? Donc, pour revenir à la littérature, le métier d'éditeur paye son homme. Mais il faut bien le faire. Il faut être un professionnel. Et si vous vous installez dans le métier, devant tous ceux qui ne sont pas professionnels, mais vous leur raflez la mise. Et les professionnels sont en train de prendre ce métier. Et je vous dis, le gouvernement camerounais vient de sortir un texte qui peut être critiquable, mais pour remettre sur les rails le métier d'éditeur au Cameroun. Alors, un enfant, vous avez un enfant, il rêve de littérature. Laissez-le faire sa littérature. S'il n'est pas enseignant, s'il n'est pas écrivain, il peut être éditeur. S'il n'est pas éditeur, il peut être créateur de contenu. Donc, s'auto-employer, travailler dans le numérique. Vous avez déjà vu 4 métiers là. Oh, il y a des écoles où vous entrez, vous avez un seul métier qui vous attend à la sortie de l'école. Donc, les débouchés explosent en faculté des lettres et en littérature. Il est important que les parents le sachent et qu'ils sachent qu'on a, on a une palette, vraiment une large palette de possibilités lorsqu'on fait ces études littéraires. Je crois que j'ai vous avez vraiment parcouru. Voilà. C'est vrai qu'on a encore un peu de temps. Oui. Hier encore, on disait pourquoi étudier l'allemand, pourquoi étudier l'espagnol, et ça sert à quoi? Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes vont vers l'Allemagne. Il y a beaucoup d'immigration du côté de l'Allemagne, des États-Unis. Et là, il y a désormais un créneau, il y a désormais une condition. Il faut faire les études de langue, il faut connaître la langue pour être accepté dans ces pays-là désormais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu sur l'importance, justement, pour les jeunes d'un retour à la formation, d'un retour à la culture de la langue? Oui, et vous parlez bien de la culture de la langue. Vous voyez pourquoi nos départements mettent souvent ensemble littérature et sciences du langage. Parce que comment est-ce que vous apprenez la langue? C'est dans les textes littéraires. La meilleure façon d'apprendre une langue, c'est dans les textes littéraires. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas une langue normée. Donc, effectivement, la question de la langue, je vous ai parlé tout à l'heure des entreprises qui reviennent au fait que moi, je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon entreprise qui n'a pas de capacités expressives. Quand je vais l'envoyer en mission, il parle comment? Il parle en technologie. Est-ce qu'il y a une langue qui s'appelle la technologie? Donc, les études des langues, quelles que soient les langues, les études des civilisations reprennent du poil de la bête.
Mais on reste dans une vision un peu, je dirais, passéiste de ces études-là. Vous voyez nos étudiants. J'aime pas beaucoup parler d'immigration parce que pour moi, quand on a formé un personnel dans un pays, on a besoin de ce personnel dans son pays. Mais nos étudiants sont happés tous les jours vers des filières canadiennes parce qu'ils ont fait langue. Vous voyez, langue. Mais si vous dites à un parent langue, j'ai pas besoin, je suis un peu limité parce que je n'ai pas envie de prononcer les noms d'autres filières parce qu'ils vont se sentir indexés. Vous voyez, sur un plateau de télévision, je peux faire... vous voyez pourquoi je fais les circonvolutions. Oui, bien sûr. Mais, voilà. Mais je dis, les études littéraires ont de l'avenir. Elles sont l'opprésent du monde. Si un pape, tout un pape, se lève, sort une lettre pontificale pour dire le rôle de la littérature dans la formation de l'homme, la maîtrise de la langue dans la formation de l'homme. Parce que quand il parle du rôle de la littérature, à l'intérieur de ce rôle, on n'a pas le temps, j'aurais ouvert sa lettre pontificale, il parle de la maîtrise de l'expression. Il dit qu'il n'y a pas mieux que la littérature pour amener quelqu'un à maîtriser l'expression. Voyez, aujourd'hui, certains de nos responsables, quand ils doivent sortir pour parler, pour s'exprimer sur un sujet, si vous ne pouvez pas vendre le projet pour lequel vous êtes en train de parler, mais parce que vous avez dit « je suis scientifique », je suis technologue, je ne peux pas, la langue, voyez, vous regardez cela, vous dites « bon, j'ai fini en terminale avec la littérature et la langue, c'est bon ». Non, les études de langue, la littérature, les parents doivent savoir que ça doit sortir du cadre restreint des compétences scolaires pour embrasser la société tout entière. Que les parents sachent qu'ils devraient faire des cadeaux à leurs enfants en termes de livres. De livres. Et nous sommes en plein pendant les vacances où les enfants sont connectés, sont beaucoup plus... en fait, du moins, ils sont concentrés sur les écrans et c'est peut-être l'occasion de parler aux parents en ce qui concerne l'importance des livres. On va sortir de l'émission, mais avant de partir, professeur Balana, nous avons ces jeunes qui nous écoutent, qui sans doute se demandent comment faire des stages en littérature, parce que justement, on sait que dans les autres secteurs, on a des stages en informatique, on a des stages en comptabilité, on a des stages un peu partout, sur tous les plans. Ils se posent quand même des questions, mais si je choisis finalement littérature, langue, comment vais-je faire pour avoir un stage? Où est-ce que j'aurai un stage? Un petit éclairage là-dessus? Partout. Je viens de signer la demande, la lettre de recommandation de stage d'une étudiante qui va faire son stage à la communauté urbaine. Toutes les collectivités territoriales décentralisées reçoivent des étudiants des études littéraires. Ils ne font pas le tri. Est-ce que vous êtes scientifique? Est-ce que vous êtes... C'est même le lieu pour eux. C'est même le lieu dans les communautés, dans les collectivités territoriales décentralisées. C'est le lieu pour eux de faire. Ils peuvent faire des stages dans les maisons d'édition. Il suffit de bien chercher. Vous allez trouver. Vous comprenez? Ils peuvent faire des stages un peu partout. Et puis, quand ils n'ont pas la possibilité de faire un stage, la filière qui ouvre vraiment à l'auto-emploi, c'est la filière littéraire. Mais pendant mon stage, je le fais moi-même. Je crée mes contenus en direction des entreprises. C'est un stage de vacances. Vous comprenez? Donc, il peut faire les stages partout. Il peut faire des stages dans les banques. Il peut faire des stages dans toutes les entreprises qui sont dans la ville de Douala. Je vous assure, lorsque certains chefs d'entreprise reçoivent nos produits et qu'ils les prennent et ils voient ce dont ils sont capables, mais il se dit, mais on s'était trompé. On s'était trompé sur les filières littéraires. Vous comprenez? Donc, nos étudiants en littérature, puisqu'ils ont une culture générale étendue, ils peuvent faire des stages un peu partout. Actuellement, certains sont dans les cliniques pour faire même le stage à la fois de vacances et le stage académique pour pouvoir donc finir leur master en pathologie du langage, sur les questions... Vous demandez des endroits. Vous voyez les structures qui s'occupent des enfants autistes. Mais c'est là où nos étudiants, par exemple, en pathologie du langage, peuvent intervenir. Donc, ils peuvent faire des stages partout. Dès qu'ils rédigent leur demande de stage, nous faisons la recommandation. C'est le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui signe ces recommandations. Ils y vont et ils sont pris. Il faut seulement que ces enfants osent
Il faudrait que les parents laissent les enfants faire ce ils aimeraient faire, hein, leurs rêves, qu'ils réalisent leurs rêves, et que ces enfants ne se détournent pas de leur passion. Voilà ce que moi je peux dire. Parce qu'à l'heure actuelle, même certains enseignants les détournent de leur passion. Aller faire quelque chose de concret. Parce que les études littéraires, même les enseignants. Donc moi, je voudrais vraiment profiter de votre plateau pour dire à tous les nouveaux bacheliers qui sont férus de littérature, parce que c'est une discipline une fait passionnée, qui sont férus de littérature, qui sont férus de langue, des sciences du langage, qu'ils viennent s'inscrire dans les filières littéraires. Ils trouveront leur compte, ils seront formés. D'ailleurs, nos anciens étudiants ne jurent que par nous. Hein? Vous comprenez? Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils. Je suis sûre que les parents qui sont devant leur écran, sont devant la télévision, ont beaucoup appris aujourd'hui. Ils ont compris que les métiers littéraires peuvent vraiment ouvrir des portes, et surtout des très grandes portes, notamment des voyages à l'étranger, des cachets, frais payés en fonction de chaque secteur que l'enfant aura choisi. Merci beaucoup, professeur Yvette Balana, d'être venue sur le plateau, Grand Plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. On retient une chose, c'est qu'il faut laisser sa passion, il faut vivre de cette passion, il faut laisser sa passion exploser, il faut laisser les enfants oser, il faut les encourager sur la voie de leur choix. Et demain, je suis sûre, comme le professeur Yvette, les parents, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi. À très vite.